Bon, donc moi je vais terminer cette réunion très intéressante, mais en revenant peut-être un petit peu à la froideur des chiffres aux difficultés rencontrées quand on cherche à quantifier dans les, dans ce cas précis la mortalité due à la Covid-19 et d'un point de vue international. Et je vais faire ça en m'appuyant sur les travaux de toute une équipe qui est l'équipe opérationnelle du site La démographie des décès par Covid-19 que je vais vous présenter maintenant un petit peu plus en détail ce projet. Donc ce projet, quel est-il? Voilà. Bon, bah, c'est un projet qui avait été lancé dès mars 2020 avec, au sein de l'INED, avec pour objectif de suivre l'épidémie du mieux possible au jour le jour, mais d'une façon comparative dans différents pays. On verra où on en est actuellement par rapport à ces pays. On a fait le choix d'un indicateur qui était la mortalité, et la mortalité par âge et sexe, parce qu'on était bombardé en début d'épidémie surtout par des chiffres des totaux, et on a déjà entendu au cours de cette séance que ces totaux ne correspondaient quelquefois pas du tout à la même chose d'un pays à l'autre. Et puis notre règle un petit peu qu'on s'est fixée dès le départ, c'était d'adosser ces données de mortalité, ces nombres de décès par âge et sexe, à une documentation aussi précise que possible sur la façon dont ils étaient recueillis dans les différents pays, sur leurs limites, sur aussi quelquefois des zones d'ombre qu'on a quand on essaie de comprendre comment ces données sont élaborées. Et donc notre but final était de mettre à disposition toutes ces données à l'ensemble de la communauté, que ce soit des chercheurs ou des acteurs ou des journalistes ou du grand public, dans un site qui a donc été ouvert fin mars 2020 sur le site de l'INED et qui s'appelle La démographie des décès par Covid-19. C'est un site bilingue et vous avez ici l'adresse à laquelle vous pouvez aller le consulter. Donc la base actuelle telle qu'elle se présente contient 19 pays, pour la plupart des pays européens, mais avec aussi le Canada et les États-Unis, et puis du côté asiatique pour le moment la République de Corée. Cette base fournit donc des nombres de décès par sexe et groupe d'âge, qui peuvent être soit quinquennaux, soit décennaux, selon les pays, par date de survenue ou par date d'enregistrement du décès, on va y revenir, ou de déclaration du décès, et quelquefois aussi selon le lieu de décès, hôpital, maison de retraite, etc. Mais ça, pas pour tous les pays, parce que c'est pas toujours disponible. Il contient aussi une fiche métadonnée par pays qui donc décrit très précisément, le mieux que l'on peut, le contenu de ces fichiers et les principales caractéristiques des données que nous fournissons. Et actuellement, nous assurons une mise en ligne hebdomadaire, donc une mise à jour hebdomadaire de toutes les données le vendredi, mais qui peuvent toujours contenir des données quotidiennes de décès. Alors, venons-en à ma question de départ, c'est-à-dire ces données sont-elles comparables? Donc la réponse elle est simple, non. Elles ne sont pas comparables, en tout cas pas comparables toutes ensemble. Et je vais passer en revue très rapidement les principales raisons pour lesquelles elles ne sont pas comparables. D'abord, elles ne sont pas comparables parce que les systèmes de collecte de ces données selon les pays peuvent être très différents. En gros, il y a deux grands systèmes de collecte, soit des systèmes qui passent par une surveillance épidémiologique de la population et qui donnent lieu à des rapports qui après vont conduire à des publications des décès, et puis des systèmes qui tournent plutôt autour des systèmes classiques d'état civil avec la déclaration du décès
l'établissement d'un certificat médical de décès et ensuite l'exploitation de ces certificats médicaux pour déterminer la cause du décès. Si on prend le cas de la France, par exemple, on a actuellement les deux systèmes qui fonctionnent, puisque il y a le système de santé publique France et qui s'appuie donc sur le système civique et qui permet donc une publication très rapide des cas de décès par Covid-19 qui se sont produits alors essentiellement à l'hôpital et puis pour le total aussi dans les EHPAD. Et puis par ailleurs, ce que produit l'INSERM, le CEPI-DC, qui est chargé de la statistique des décès par cause, à partir des certificats médicaux de décès. Donc, a priori, une publication qui va être plus complète, mais qui prend beaucoup plus de temps et qui ne permet donc pas du tout de suivre l'épidémie au jour le jour. Il y a aussi derrière, en termes de comparabilité, la question de comment est-ce qu'on attribue un décès à la Covid-19. Du côté des systèmes de surveillance épidémiologique, c'est plutôt en général, on va avoir quelquefois simplement les testés positifs, quelquefois c'est plus large et on inclut tous les décès pour lesquels on a observé un certain nombre de symptômes, soit confirmés par l'imagerie médicale, soit par la clinique, soit une notion de cas contact, etc. Du côté de l'état civil et de l'exploitation des certificats médicaux de décès, on pourra se limiter à retenir uniquement les décès liés à lorsque la Covid-19 est reconnue comme cause principale du décès, ou alors comptabiliser tous les décès pour lesquels, tous les certificats pour lesquels il y a une mention de Covid-19, quel que soit l'endroit du certificat où cette mention va être portée. Donc, et dernière chose, enfin, j'en ai déjà un tout petit peu parlé, la question de la couverture de ces statistiques qui ne peuvent donc concerner que les décès hospitaliers. Alors, quelquefois, on le sait, on se rappelle tous qu'en France, on a mis un petit peu de temps avant de comprendre que les données qui nous étaient fournies ne concernaient au départ que les décès hospitaliers. Et d'un point de vue par Santé publique France, et actuellement encore, si on veut avoir un détail par sexe et âge de ces décès, on ne peut avoir que les décès hospitaliers. Et puis, quelquefois, on a des décès donc, dans l'ensemble des établissements médicaux ou paramédicaux. Et puis, dans le cas idéal, on a tous les lieux de décès, c'est-à-dire y compris le domicile. Et forcément, ceci va amener à des grandes différences d'abord en termes de niveau, mais aussi en termes de structure par âge. Et ici, juste pour vous illustrer cette question, j'ai comparé la mortalité telle qu'on peut la calculer par rapport en comparant les données issues du CEPI-DC et les données issues du SPF par âge. Et vous voyez qu'il y a d'abord, bien évidemment, une mortalité beaucoup plus élevée sur les données CEPI-DC et une différence qui s'accroît énormément avec l'âge. Et donc, quand on ne traite que des décès par données hospitalières de Santé publique France, on sous-estime bien évidemment très fortement la mortalité aux très grands âges. On peut un petit peu essayer de voir, parce que ça, quelquefois on le sait, que ce ne sont que les décès hospitaliers. Quelquefois, certains pays fournissent des statistiques qui sont censées couvrir l'ensemble de la population, mais on s'aperçoit qu'il y a un certain manque, aux âges les plus élevés. Ici, sur un graphique qui est tiré d'une publication de l'équipe qui va bientôt être publiée dans Population. Vous voyez que, par exemple, pour l'Italie, si on compare la structure de la mortalité par Covid-19, là, qui est en vert, à la structure des décès toutes causes, on a en proportion beaucoup plus de décès toutes causes aux âges très élevés, ce qui laisse penser que probablement il y a quand même un certain nombre de décès Covid aux âges les plus élevés qui échappent en Italie. Et on a pu faire ça pour
tous les pays et toutes les sources de données dont on dispose dans notre base de données. Et dans certains cas, le cas de l'Ukraine par exemple, il y a effectivement un manque très net de décès aux âges plus élevés qui laisse supposer qu'il y a une lacune de la statistique à ces grands âges par rapport à la mortalité Covid. Si on revient encore un petit peu donc sur ces questions de définition entre cas confirmés et cas suspects, pour l'Écosse par exemple, on dispose de 2 séries. Donc là, c'est la série des cas confirmés, c'est-à-dire testés positivement, et la série des cas suspects et confirmés, donc a priori beaucoup plus large. Donc on voit bien que les 2 séries augmentent à peu près parallèlement. Avec bien sûr beaucoup plus de décès quand on prend l'ensemble des cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on rapporte les cas confirmés à l'ensemble des cas, on voit que la proportion des cas confirmés augmente avec le temps. Et ça pose un problème en termes de continuité de la statistique, parce que probablement, enfin une des hypothèses peut être qu'il y a de plus en plus de tests et que donc on arrive de plus en plus à confirmer des cas. Mais du coup, suivre juste les cas confirmés, par exemple, peut être un petit peu confondant en termes d'évolution de la mortalité par Covid. Et puis pour se rassurer un petit peu, j'ai fait aussi cette comparaison. Bon, la Suède a un système semble-t-il, de recueil et de collecte de décès assez fiable, avec 2 sources. Donc, soit une source plus surveillance épidémiologique, surveillance sanitaire pour lesquelles on a les tests positifs, et puis les certificats médicaux de décès avec une cause principale, le Covid-19. Et vous voyez que là, si on compare les 2 sources, on a quand même, en termes de répartition des décès par âge, à peu près quasiment les mêmes structures, ce qui est assez réconfortant en termes de statistiques, au moins pour la Suède. Alors, pour revenir à ma question de départ, faut-il renoncer à toute étude comparative? Je crois oui, si on se lance dans des comparaisons de données brutes telles qu'elles sont fournies par les différents acteurs, sans prendre la précaution de regarder précisément qu'est-ce qu'il y a derrière ces données. Mais comme je suis une optimiste plutôt, non, je vais vous dire si, on peut quand même faire des études comparatives. Alors c'est un peu une tautologie, oui, on peut faire des études comparatives si l'on compare des données comparables. Et pour terminer, je voudrais juste illustrer ce point avec quelques pistes d'exploration de nos données qui, me semble-t-il, peuvent être intéressantes. La première, c'est juste de regarder la dynamique de l'épidémie. Donc, si on considère, et c'est quand même souvent assez le cas, qu'au sein d'un pays, une source de données est assez cohérente dans le temps, on peut suivre les évolutions de l'épidémie, en particulier les 2 vagues, et essayer de regarder ce que j'ai fait ici, si on a des formes d'évolution comparables. Donc, en haut, vous avez par exemple la France, l'Italie et l'Espagne qui ont eu plutôt une première vague plus importante au départ, en tout cas en intensité et en pic, que la seconde, mais avec une seconde qui n'en finit pas de finir, on va dire, et qui est très hésitante. Et puis en dessous, des pays au contraire où la première vague a été très faible, et puis on a cette explosion beaucoup plus importante au cours de la deuxième vague. Bon, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas du Portugal dont on a beaucoup parlé dans les jours précédents. Et puis en bas, une série de pays où les 2 vagues ont été très, très importantes, la Belgique, l'Angleterre, hein, et finalement la Suède. On peut aussi quand même se risquer à comparer un petit peu les niveaux. Alors là, je l'ai fait pour 3 pays, Angleterre, Galles, États-Unis et Belgique, pour lesquels on peut considérer qu'on a à peu près des statistiques
complètes, c'est-à-dire des statistiques qui couvrent l'ensemble des cas sur toutes les populations considérées, avec des définitions assez extensives de la maladie, et donc commencer à regarder les évolutions de mortalité par âge, de la structure de la courbe de mortalité par âge liée à la Covid en 2020. Donc là, c'est sur toute l'année 2020, et on voit qu'on a quand même une courbe assez classique de mortalité par âge, mais avec un bondement assez net des États-Unis aux âges les plus jeunes, et par contre une mortalité plus faible aux âges les plus élevés. La Belgique, c'est l'inverse, et puis l'Angleterre-Galles, c'est un peu entre les deux. Mais si on décompose maintenant entre les deux périodes, enfin premier semestre, deuxième semestre, donc en gros première et deuxième vague, on voit que là, il y a des différences, puisque pendant la première vague, ben, finalement, l'Angleterre-Galles était beaucoup plus proche des États-Unis, et puis au moins pour les jeunes âges. Et puis par contre, s'en éloignait en étant plus élevé aux âges les plus hauts. Et puis pour le deuxième semestre, ben, c'est un petit peu l'inverse. L'Angleterre-Galles a une mortalité par âge qui se rapproche de celle de la Belgique, donc s'éloigne de celle des États-Unis, et avec par contre du côté des États-Unis une augmentation de la mortalité, enfin moins de différence aux âges les plus élevés. Donc c'est vraiment des éléments, bon ça c'est vraiment une analyse très rapide, ou un début de représentation de ce qui peut se passer, mais que je pense sera intéressant à développer. On l'a dit aussi tout à l'heure, nous, cette base de données, on a à la fois le souci du suivi le plus quotidien possible, mais aussi l'idée qu'on met en réserve un très très grand nombre de données qui devraient ensuite servir à mieux analyser ce qui s'est passé pendant tous ces mois d'épidémie, et à éventuellement aussi proposer des améliorations des systèmes de collecte pour une épidémie suivante, s'il faut être un petit peu pessimiste pour la suite. Voilà, bon, ben, je vais m'arrêter là. Les données donc sont disponibles sur le site d'essai Covid. N'hésitez pas à y aller, elles sont là pour ça, pour être utilisées. Et puis n'hésitez pas non plus à renvoyer à l'équipe ou à moi-même tous les commentaires et toutes les questions que vous pourriez avoir par rapport à ce site et aux données qu'on y présente. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a encore quand même 47 personnes qui sont en train de vous écouter. Voilà, tout le monde n'est pas reparti. Je ne sais pas si on peut prendre le temps d'1 ou 2 questions si vous le souhaitez. Moi, je peux peut-être, alors l'augmentation du ratio confirmé Katoto pourrait-elle être aussi liée aux performances des tests? Oui, voilà. Alors il y a une petite question sur, la partie sur les tests, et peut-être revenir sur, ce que tu disais France, sur la performance des tests, ou alors, la propagation des tests qui vont faire qu'on va avoir plus de décès par Covid confirmés, puisqu'on en teste plus. Oui, ben, je crois que vraiment, bon, c'est aussi un petit peu quand j'ai dit qu'au départ, on s'était limité pour notre site à la mortalité. Ça, c'est un petit peu lié à ça aussi, c'est qu'on a l'impression que tout ce qu'on peut traiter ou analyser à partir des tests eux-mêmes ou des cas déclarés positifs est effectivement très sujet à caution, parce que dépendent énormément de la diffusion de ces tests au sein de la population, des types de populations aussi qui y recourent, et puis de leur fiabilité, comme il est dit ici. Et c'est vrai en comparaison internationale, donc quand on va vouloir comparer un pays par rapport à l'autre. Et puis c'est même vrai dans le temps au sein d'un même pays, où il y a pu y avoir des politiques assez différentes de dépistage au cours du temps. Merci. Alors 2 questions qui se parlent un peu. Est-ce qu'il pourrait y avoir un consortium, international ou au moins européen pour comparer ces données et y réfléchir? Et puis un peu dans le même genre d'idée, pourquoi, il n'y a pas de pays, d'autres zones telles que l'Afrique notamment, pour laquelle on se pose beaucoup de questions?
Alors, le consortium, oui, mais nous, on arrive un petit peu en amont des choses, donc en aval plutôt des choses. Et donc, au départ, c'est surtout un consortium dans les systèmes de santé, dans les modes de recueil. Et aussi, semble-t-il, pourrait effectivement, mais peut-être que cette expérience de l'épidémie va servir à ça, c'est-à-dire avoir prendre exemple de pays qui finalement ont mieux réussi à suivre l'épidémie que d'autres. Bon, je vais parler de la Suède, qui semble-t-il est de ce point de vue-là un cas assez intéressant. L'Angleterre, alors avec sur des décès, sur des données d'état civil, fournit aussi un nombre d'informations tout à fait précis. Donc, alors, je ne sais pas si c'est au niveau européen, ça, mais en tout cas, c'est plutôt en termes d'abord de système de suivi et de collecte qu'il faut essayer d'uniformiser les choses avant que nous, on arrive un peu trop tard finalement pour essayer de bricoler derrière des choses comparables à partir de sources quand même assez différentes. Alors pour les pays issus d'Afrique, oui, bien sûr, idéalement, on aurait voulu pouvoir inclure le monde entier. Alors d'abord, on a un problème de bras et de ressources humaines, si je peux dire, parce que ça ne paraît pas, mais collecter ces données quasiment journellement, pour un grand nombre de pays, c'est un investissement énorme. Et d'ailleurs, je peux faire ici appel à la générosité. On est en train de chercher des moyens financiers supplémentaires, car jusqu'à présent, ça a été uniquement soutenu par l'INED, et c'est un financement de l'INED. Après, il y a aussi un gros problème, alors là, de qualité des données pour l'Afrique, mais même aussi pour l'Amérique latine. On s'est posé beaucoup de questions pour essayer d'inclure des données d'Amérique latine, et on n'y a pas encore totalement renoncé. Mais c'est vrai que par rapport à des systèmes même imparfaits, mais quand même très bien rodés de surveillance épidémiologique ou d'état civil qu'on peut avoir dans les pays européens ou dans les pays d'Amérique du Nord, on a beaucoup plus de doutes sur la qualité des données dans certains pays dits du Sud. Et donc, avant d'oser les publier, ça demande des vérifications beaucoup plus importantes que pour l'instant, nous n'avons pas encore menées. Si les données existent en plus. Parce Si qu'il les faut données pouvoir avoir existent, des oui, déjà, systèmes il faut déjà les d'information. localiser. Bon, si par exemple en Amérique latine, on sait qu'elles existent, mais après il y a un gros travail de validation de ces données encore plus important que ce qu'on a pu mener sur les pays actuellement présents dans la base. Merci. Peut-être juste une petite question sur la forme des comparaisons de courbes que tu montrais à la fin de la présentation, avec visiblement une surmortalité aux États-Unis. Finalement, ça rejoint un peu les discussions qu'on avait. Il y a probablement aussi une surmortalité en temps normal dans ces âges-là aux États-Unis, ou bien il y a un effet spécifique Oui, non, tu as du tout à fait Covid? raison. Enfin, c'est vrai que finalement, souvent, ce qu'on observe par rapport à l'épidémie de Covid renvoie beaucoup à ce qu'on peut observer en termes de mortalité générale entre les pays. Et donc, c'est vrai que ce sera tout à fait intéressant de finalement ne pas attribuer à la Covid quelque chose qui ait des caractéristiques un petit peu plus, qui sont pas forcément liées à la maladie elle-même, mais à la mortalité générale dans certains pays, comme ce qu'on peut voir aussi en termes de surmortalité masculine, par exemple. Bon, là, j'avais pas le temps de tout présenter, mais on retrouve souvent enfin des schémas de surmortalité masculine qui ne sont peut-être pas propres à la Covid, mais plutôt propres à la mortalité totale et des différences qu'on peut observer au niveau international.